je ne suis pas militaire, moi, je ne suis pas un spécialiste des questions sécuritaires, mais quand même, j'ai assez de jugeote pour savoir que 2000 hommes, pour un espace, même si la sortie des 3 pays du Sahel laisse de la CEDEAO juste une petite bande côtière, nous sommes d'accord que 2000 hommes, c'est une plaisanterie. Donc ça veut dire que la CEDEAO n'a même pas conscience des dangers que constitue la problématique des terroristes. 2000 hommes pour aller où? Alors que superficie, il reste quand même un bon morceau. Population, le Nigeria seul, tu sais qu'il fait au moins 240 millions d'habitants. Je ne te cite pas les autres pays qui, au point de vue population, ne sont pas négligeables. Si dans tout ça, on ne peut pas faire une vraie armée et qu'on choisit seulement 2000 hommes, bon, tu sais bien que ce n'est pas pour combattre les terroristes. Ce serait pour voir comment combattre les Noirs qui osent vouloir se libérer des Blancs. 24 et 25 février 2026 à Ouagadougou, une page décisive de l'histoire du Sahel s'est écrite. Dans le secret des délibérations, les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel ont validé l'an 2 de leur feuille de route. Si le contenu exact de ce document reste pour l'heure sous scellé, l'ambition, elle, est affichée. Transformer un pacte de défense de circonstances en une confédération robuste et pérenne. Après une première année marquée par des ruptures diplomatiques fracassantes et des défis sécuritaires non encore totalement maîtrisés, l'AES entre désormais dans l'âge de la construction. Mais entre les discours de souveraineté et la réalité du quotidien des populations, des questions demeurent. Quelles sont les priorités vitales qui doivent figurer dans cet agenda confidentiel? Le rêve d'une monnaie commune et d'un espace économique intégré est-il à portée de main? Et enfin, quelles sont les chances et conditions de réussite de ce projet de confédération face aux pressions géopolitiques mondiales? Pour commencer, nous allons faire un bilan éclair de la première année de l'AES. Didier Alou, l'an 1 était celui de la survie et de la rupture. Après le retrait de la CEDEAO, la signature du pacte de défense, quel est l'acte fondateur qui donne aujourd'hui une crédibilité à l'an 2 de l'AES, selon vous? D'abord, avant de parler de l'acte fondateur qui crédibiliserait l'an 2, il faut d'abord questionner l'existant. Il faut regarder d'abord la feuille de route de l'an 1, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'il faut renforcer. Donc, souvenez-vous que pour les principaux objectifs de l'an 1, il était question d'établir une défense collective via la charte du Liptako Gourma qui comporte 17 articles, avec une lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée de manière accrue, ainsi qu'une assistance en cas d'agression. Toute attaque contre un membre est considérée donc comme une agression contre tous, priorisant la souveraineté et l'intégrité territoriale. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé que nous pouvons citer aujourd'hui comme acquis? C'est évidemment la sortie actée et définitive de la CEDEAO, mais avec un maintien pour le moment dans l'UEMOA pour atténuer les chocs économiques. Il y a la mise au point d'une force effectivement unifiée pour contrer les menaces terroristes. Nous avons l'initiative au sommet de juillet 2024 où on a assisté au lancement d'un passeport biométrique, d'une banque d'investissement aussi qui a été aussi lancée récemment avec un fonds de stabilisation et le lancement de médias spécialisés. Ainsi donc on a assisté, vous l'avez certainement remarqué, à la diversification des partenaires internationaux. Notamment, on a assisté à une sorte de pivot vers l'Asie, le Moyen-Orient, vers la Russie également, et la suppression des frais de roaming pour favoriser la connectivité. Je crois que tout ça, c'est quand même des actions qui étaient prévues dans la feuille de route de l'an 1 et qui sont effectivement réalisées. Maintenant, ce qu'il faut faire pour l'an 2, en attendant de dévoiler quand même la feuille de route, c'est de renforcer déjà ces acquis et d'asseoir correctement le socle institutionnel de l'AES ainsi que de la Confédération, d'approfondir l'exécution des 3D. Vous savez que la charte, elle repose sur les 3D qui sont la défense et la sécurité, la diplomatie concertée ainsi que le développement économique. Donc, je pense que dans l'A2, nous allons assister donc à un renforcement de la sécurité et de la défense à travers
une mutualisation accrue et poussée des capacités de la force unifiée, qui doit être mieux dotée et mieux équipée pour une montée en puissance. Et puis, nous devons, l'AES doit renforcer et faire connaître davantage les médias qui sont créés pour l'AES. Et la Banque confédérale, elle doit donner des résultats dans cette deuxième feuille de route. Et nous devons également assister à l'approfondissement, évidemment, de la diplomatie concertée. Je crois que l'an 2 va surtout marquer la consolidation sur le plan institutionnel ainsi que sur le plan opérationnel des instruments qui ont été créés. Excellence Sogoyou Kogewé, pour vous, l'AES, à la lumière du bilan de la première année, est-elle bien partie? L'AES est parfaitement bien partie. Il n'y a absolument rien à dire parce que si en un an, ce que Nouroudine vient d'énumérer, si des gens ont fait ça en un an, tu imagines ce qu'ils feront en 2, en 3, en 4 ou en 5 ans. On a vu d'autres associations, d'autres organisations régionales, sous-régionales, qui existent depuis plus de 20, 30, 40, 50 ans. On a vu ce qu'ils ont fait. Si eux, 3 pays seulement, en un an, ont pu asseoir ce qu'ils ont fait, je crois que l'AES est mieux que sur la bonne voie. Mais le problème, comme il a cité, on voit que sur le plan économique, partout, il y a des percées vraiment sensibles et louables. Mais le nœud du problème restera toujours la sécurité. Parce que tant que la sécurité n'est pas assurée, le développement économique sera, disons, une chimère. Et étant donné qu'ils sont aujourd'hui sur le point, ou plutôt ils ont déjà mis en commun leur défense avec une force de 5 000 hommes, je crois. Une force de 5 000 hommes. 6 000 en plus. 000, disons. Pardon? Officiellement 5 000 annoncés. Mais renforcer, remonter à 6 000. À 6 000. Je crois qu'une force de 6 000 hommes, c'est appréciable sans compter les armées individuelles de chaque pays. L'AES est en train de se donner les moyens militaires pour défendre sa souveraineté, pour défendre son économie, pour défendre tout ce qui va contribuer à l'évolution et à l'épanouissement de ces populations. Je crois qu'ils sont plus que, pour répondre à ta question, ils sont plus que sur la bonne voie. Alors, et pourquoi, selon vous, le contenu de cette feuille de route de l'an 2 reste confidentiel? Est-ce une stratégie de secret défense ou un besoin d'ajustement technique? Non, pour l'an 1, déjà, la feuille de route, elle a été affichée et diffusée. Mais c'était la première année, c'était le début. Vous savez que le début de toutes choses, tel que ça s'est passé, c'est le Mali qui avait la présidence. Donc le Mali a suggéré une feuille de route avec laquelle les 3 pays ont travaillé. Mais après les réunions qu'il y a eu à Ouagadougou fin février, il y a quelques jours, je pense que cette fois-ci, la présidence burkinabé a fait l'option d'envoyer cette feuille de route aux 2 autres pays pour amendement. Je sais qu'à la primature au Niger, il y a eu une réunion des experts avec les ministres concernés qui ont étudié, analysé et ont formulé des recommandations. Le Mali en a fait pareil. Donc il y aura une réunion de synthèse pour intégrer, verser tous ces amendements et recommandations. Donc ce n'est pas que la feuille de route, elle est secrète. C'est une feuille de route, elle est connue de tous. Donc il n'y a vraiment pas... Ce n'est pas une stratégie de cacher, mais c'est pour améliorer. Et ceci dénote de la démocratie qu'il y a entre ces 3 pays. C'est-à-dire que les pays réfléchissent ensemble, formulent des propositions, étudient ça. Et c'est pour ça que l'efficacité dans le fonctionnement de l'AES, dont parlait tout à l'heure l'ambassadeur, c'est ça qui donne du sens. C'est ça qui fait justement que les actions sont mieux concertées, mieux réfléchies. Parce que c'est un travail collectif. Ça ne s'impose pas simplement, mais ça se réfléchit ensemble, c'est un laboratoire d'idées. Donc je crois qu'à partir de ce moment, la semaine prochaine, certainement que la feuille de route sera publiée, connue de tous. Excellence. Dans tous les cas, ils ont intérêt à rester discrets parce que l'accumulation de leurs succès fulgurants, aussi bien au niveau individuel des 3 États que des 3 États réunis, mais ça suscite tellement de jalousie que les sponsors des terroristes, à chaque fois qu'on annonce un succès dans un des pays, les sponsors des terroristes deviennent encore plus hystériques, plus hargneux, et on envoie davantage de terroristes pour les troubler. Je crois que quelquefois, ils doivent faire comme un avion furtif, c'est-à-dire qu'ils coupent leur transpondeur et puis ils volent. Et on verra les résultats. Si à chaque fois, ils annoncent avec triomphe leur succès, on est des Africains, vous savez de quoi la jalousie d'un Africain est capable.
face au succès de son frère. Donc, que d'ici quelques temps, d'ici quelques jours ou semaines, le plan soit mis sur la table à la disposition de tout le monde ou non, l'essentiel, c'est que ça reste efficace et que le travail soit accompli selon le programme que ces 3 pays se sont tracés pour leur, disons, pour leur peuple, pour leur population. Voilà. En attendant que le contenu de cette feuille de route soit divulgué, faisons une analyse prospective sur ce qui peut être, à vos yeux, les priorités de l'an 2. Je voudrais commencer avec le défi sécuritaire. Didier Alaoui, est-ce que la mutualisation des forces a montré des résultats certains pour la première année? Maintenant, la priorité de l'année 2 doit-elle être la création d'une armée confédérale permanente ou le renforcement des services de renseignement? Sur le premier volet de votre question, il faut s'attarder un peu sur l'efficacité de la lutte antiterroriste dans le Sahel, contrairement aux discours qui émergent au sein de certains médias que nous connaissons et dont les objectifs sont clairs. Souvenez-vous qu'à la création de l'AES, en dehors du Niger, les 2 autres pays n'avaient pas atteint le plein régime en matière de couverture nationale. C'est-à-dire que pour le Mali, vous avez par exemple Kidal qui n'était pas dans le giron étatique. Aujourd'hui, c'est chose faite et c'est à saluer. Si vous prenez le Burkina Faso, au moment où l'AES n'était pas encore créé, la couverture nationale était autour de 65-75. Aujourd'hui, beaucoup moins, voilà. Et vous pouvez le dire, je vous le concède. Aujourd'hui, nous sommes à près de 85, voire 90%. Donc, c'est des efforts qu'il faut saluer et mettre à l'actif des dirigeants de l'AES, mais aussi de la force unifiée qui a commencé par produire des résultats. La force unifiée de l'AES, vous posez la question de savoir si il ne faut pas la rendre davantage plus confédérale. Je crois que c'est le sens de votre question. Exactement. Alors, la force unifiée de l'AES, forte de 6 000 hommes, telle que ça fonctionne, elle est déjà une force confédérale. Parce que c'est les 3 pays qui ont leur force réunie et qui ont un état-major, un seul état-major pour les 6 000, et l'état-major est basé à Niamey. L'état-major étant basé à Niamey, il est dirigé par un colonel burkinabé. Et en plus de ça, il faut voir peut-être dans l'équipement et le fonctionnement. Le financement de cet état-major, c'est un financement qui vient des 3 pays. Donc, et n'oubliez pas que dans tous les 3 pays de l'AES, il y a un fonds de solidarité nationale qui est créé et qui est financé sur fonds propres. C'est les citoyens eux-mêmes qui cotisent, on appelle ça effort de guerre. Il faut bien voir ce qui est en train de se passer dans le Sahel. C'est un exemple à suivre. Chaque fonctionnaire, sur chaque salaire, à la fin du mois, il y a un pourcentage qui est prélevé à la base et qui est reversé directement à ce fonds et que ce fonds, dans chaque pays, reverse à cette force. Donc, c'est les citoyens sahéliens eux-mêmes qui financent sur fonds propres cette force unifiée. L'effort de guerre vient directement de la poche des citoyens d'abord. Et ensuite, les équipements, la formation, tout ça est recherché avec les partenaires que nous connaissons. Donc, la force unifiée, elle est déjà confédérale. Mais dans le volet 2, dans la feuille de route de l'an 2, il faut lui trouver davantage de moyens. Et comme je l'ai dit en introduisant, il faut que cette force monte aussi en puissance. Et qu'effectivement, on alloue plus de budget. Mais l'autre défi, vous avez parlé de renseignement et vous avez raison. Mais le défi aujourd'hui pour les pays de l'AES, c'est la sécurisation des frontières extérieures de ces pays-là. Les frontières extérieures, c'est les frontières que chaque pays de l'AES a avec des pays qui ne sont pas membres. Mais donc, il y a 2 sortes de frontières pour l'AES. Les frontières intérieures, quand vous prenez la frontière entre le Burkina et le Niger, c'est une frontière intérieure. Quand vous prenez la frontière entre le Niger et le Bénin, ça, c'est une frontière extérieure. Donc, pour les frontières intérieures, en ce qui concerne l'AES, la sécurité est déjà bien maîtrisée. Le défi maintenant, c'est autour des frontières extérieures, c'est-à-dire les pays qui ne sont pas membres de l'Union, entre le Mali et l'Algérie, par exemple, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, par exemple, entre le Niger et le Bénin. Donc, ces frontières ont encore besoin d'être renforcées. Et c'est pourquoi, quand vous parlez de renseignement, vous avez raison. Donc, la force, moi, je pense qu'elle est déjà confédérale,
Mais il faut plus la doter pour qu'elle monte en puissance et renforcer également le renseignement et la surveillance. Excellence Sobayou Kegero, au même moment, la CEDEAO en Sierra Leone annonce la constitution finalement de sa force à l'entente, forte de 2000 hommes. Est-ce que vous pensez que la force de la CEDEAO peut être complémentaire avec les 5-6 000 hommes de l'AES pour bouter une fois pour de bon cette terreau hors de nos frontières? Bon, si je pratiquais la langue de bois, j'allais dire oui. Or, on ne peut pas pratiquer la langue de bois ici parce que la CEDEAO a pour objet de soutenir des intérêts extérieurs de l'OTAN pour martyriser les populations souverainistes africaines dans le Sahel, en quoi leurs forces peuvent être complémentaires. Je ne serais pas surpris que les 2000 hommes soient mandatés demain pour aller attaquer les peuples du Sahel. Parce que c'est ça l'intérêt extérieur qui pousse, qui aiguillonne la CEDEAO. Ceci dit, si la CEDEAO voulait vraiment lutter contre les terroristes, je ne suis pas militaire, moi, je ne suis pas un spécialiste des questions sécuritaires, mais quand même, j'ai assez de jugeote pour savoir que 2000 hommes, pour un espace, même si la sortie des 3 pays du Sahel laisse de la CEDEAO juste une petite bande côtière, nous sommes d'accord que 2000 hommes, c'est une plaisanterie. Donc ça veut dire que la CEDEAO n'a même pas conscience des dangers que constitue la problématique des terroristes. 2000 hommes pour aller où? Alors que, superficie, il reste quand même un bon morceau. Population, le Nigeria seul, tu sais qu'il fait au moins 240 millions d'habitants. Je ne te cite pas les autres pays qui, au point de vue population, ne sont pas négligeables. Si dans tout ça, on ne peut pas faire une vraie armée et qu'on choisit seulement 2000 hommes, bon, tu sais bien que ce n'est pas pour combattre les terroristes. Ce serait pour voir comment combattre les Noirs qui osent vouloir se libérer des Blancs. Donc, les troupes de la CEDEAO, en aucun cas, ne seront jamais complémentaires des troupes de l'AES. Si l'avenir me demande, tant mieux. Je serai le plus heureux de voir que demain, les troupes de l'AES et les troupes de la CEDEAO travaillent ensemble. Contre qui? Ils ne peuvent pas travailler contre le terrorisme parce que la CEDEAO a fait le choix déterminé du terrorisme, du soutien absolu, visible au terrorisme. Chaque fois que la CEDEAO menace, c'est d'aller attaquer des pays qui luttent contre les terroristes. Si tu n'as jamais entendu la CEDEAO menacer les terroristes, bon, il faut me rafraîchir la mémoire. Ça n'est jamais arrivé et ce n'est pas demain matin que ça va arriver. Donc, c'est pitoyable. Regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Tous les peuples du monde se mettent ensemble pour être forts et défendre leurs intérêts. Et tu viens ici chez les nègres, tu vois des gens qui mesurent leur importance par le degré d'amour que leur porte un petit blanc. Ah, le petit blanc là, il m'adore, donc ok, ma population, les terroristes peuvent les tuer, ce n'est pas un problème. Voilà la CEDEAO.